Salut à tous. En intelligence artificielle, on rêve tous d'atteindre un score de 99%. Ça sonne comme la perfection, non? Mais imaginez un instant que ce chiffre quasi parfait cache en réalité un échec cuisant. Aujourd'hui, on va voir comment un outil, la matrice de confusion, nous permet de jouer les détectives et de découvrir ce qui se cache vraiment derrière les performances d'un modèle. Alors, attaquons direct avec une question qui va bousculer un peu les certitudes. Une exactitude de 99%, à première vue, c'est forcément une excellente nouvelle, non? On se dit que le modèle est quasi infaillible. Mais est-ce que c'est vraiment toujours le cas? La réponse pourrait bien nous surprendre. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple. La détection de fraude bancaire. On a 1000 transactions. Parmi elles, seulement 10 sont de vraies fraudes. C'est un cas typique de données déséquilibrées. Maintenant, imaginez un modèle un peu paresseux. Sa seule et unique stratégie, c'est de prédire pas de fraude à chaque fois, systématiquement. Faisons le calcul. Il aura raison pour les 990 transactions légitimes. Son exactitude est donc de 990 sur 1000, soit 99%. Impressionnant, hein? Sauf qu'il a loupé 100% des fraudes, ce qui le rend au final complètement inutile. Voilà, c'est ça le grand piège de l'exactitude. Alors, comment on fait pour y voir plus clair? Voici le programme. D'abord, on va continuer de démolir ce mythe des 99%. Ensuite, on plonge tête la première dans la matrice de confusion. Après ça, on parlera du fameux dilemme entre précision et rappel. On verra aussi comment ça se passe en pratique, dans le code. Puis, une distinction super importante, celle entre un modèle et un classifieur. Et pour finir, la question à 1 million. Comment choisir la bonne métrique pour son projet? Ce mythe de l'exactitude, il est donc particulièrement dangereux dans ces situations déséquilibrées, qui sont en fait très courantes. Dès qu'une catégorie d'événements est bien plus rare que l'autre, se fier à l'exactitude, c'est prendre le risque de passer complètement à côté de la plaque et de valider un modèle qui ne sert à rien. Donc si l'exactitude est un piège, comment on s'en sort? Eh bien, il existe un outil pour ça, la matrice de confusion. Le nom peut faire un peu peur, mais en réalité, c'est juste un tableau. Un tableau tout bête, mais incroyablement puissant, avec 4 cases. Imaginez, les lignes, c'est la vérité terrain, la réalité, fraude ou pas fraude. Et les colonnes, c'est ce que notre IA a prédit. En croisant les deux, on ne voit plus seulement si le modèle a raison ou tort. Non, on voit surtout la manière dont il se trompe. Et ça change absolument tout. Allez, on remplit ce fameux tableau case par case. La première, c'est le scénario de rêve, les vrais positifs. En anglais, on dit True Positives ou TP. C'est simple, le modèle dit c'est une fraude et bingo, c'était bien une fraude. L'alerte est bonne, c'est exactement ce pourquoi on a conçu le système. Deuxième cas, les faux positifs ou false positives, FP. Ça, c'est la fausse alerte. Le modèle crie au loup alors qu'il n'y en a pas, il signale une fraude, mais la transaction était parfaitement légitime. C'est l'erreur qui vous bloque votre carte en pleine file d'attente au supermarché. C'est très agaçant pour l'utilisateur et ça peut coûter cher en confiance. Et voici l'erreur qui fait vraiment mal, celle qu'on redoute le plus dans ce scénario, le faux négatif, false negative, FN. Ici, c'est le silence radio. Une vraie fraude a lieu, mais le modèle, lui, n'a rien vu passer. Le voleur passe entre les mailles du filet. Pour l'entreprise, le coût est immédiat et financier. C'est souvent la gravité de cette erreur qui va guider tous nos choix. Et enfin, la dernière case, celle du quotidien, les vrais négatifs, True Negatives, TN. Là, tout va bien. Une transaction normale est identifiée comme normale. C'est le système qui tourne correctement en arrière-plan 99% du temps sans faire de bruit. Et voilà à quoi ça ressemble une fois assemblé. La réalité en ligne, la prédiction du modèle en colonne. Avec ces 4 cases, on a une cartographie complète et honnête de la performance. Et à partir de là, on va pouvoir calculer des métriques bien plus intelligentes. À partir de ce tableau, on peut dériver des métriques vraiment utiles. On a bien sûr l'exactitude qu'on connaît déjà, mais surtout on a la précision qui répond à la question « Quand mon modèle sonne l'alarme, est-ce que je peux lui faire confiance ?» Et on a le rappel qui demande plutôt « Est-ce que mon modèle a bien trouvé tous les cas qu'il était censé trouver ?» 2 angles d'analyse complètement différents. Et c'est là que ça devient passionnant, parce que la précision et le rappel, ils sont en tension constante. C'est comme 2 forces opposées. En général, quand on essaie de maximiser l'un, on fait baisser l'autre. C'est un véritable jeu d'équilibriste, un compromis permanent à trouver. L'analogie parfaite pour ça, c'est le filtre anti-spam de nos boîtes mail. On attend de lui 2 choses contradictoires. D'un côté, attraper un maximum de spam. De l'autre, et c'est capital, ne surtout pas bloquer l'email super important qui confirme un entretien d'embauche. Ce dilemme, c'est l'illustration parfaite du compromis précision/rappel. Alors, imaginons qu'on règle notre filtre pour avoir une précision maximale. Il va devenir extrêmement prudent. Il ne mettra un email en spam que s'il est absolument certain de son coût. Le résultat, on est quasi sûr de ne jamais perdre un email important. Le problème, c'est qu'il va laisser passer quelques spams un peu moins évidents. Notre rappel sera donc plus faible.
Maintenant, faisons l'inverse. On vise un rappel maximal. Là, le filtre devient super agressif. Il ratisse très très large. Il va attraper quasiment tous les spams. C'est génial. Le souci, à être aussi zélé, il va forcément faire des erreurs et classer des emails importants comme du spam. On aura donc plus de faux positifs et une précision qui chute. Alors, comment on trouve un juste milieu? C'est là qu'intervient le F1 score. Pour faire simple, c'est une sorte de moyenne intelligente entre la précision et le rappel. Ça nous donne un seul chiffre pour juger de cet équilibre. Un F1 score élevé, ça veut dire que notre modèle arrive à être bon sur les deux tableaux, il ne crée pas trop de fausses alertes et il trouve bien tous les cas positifs. C'est un peu le meilleur des deux mondes. Bon, assez de théorie, passons à la pratique. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin de calculer tout ça à la main. Aujourd'hui, les bibliothèques de code moderne nous simplifient énormément la vie. Il suffit de regarder une ligne de code comme celle-là. C'est presque déconcertant de simplicité, n'est-ce pas? Des outils comme la bibliothèque Evaluate de Hugging Face permettent de calculer tout notre arsenal de métriques, exactitude, F1, précision, rappel, en une seule commande. Ça veut dire que faire cette analyse fine n'est plus une corvée, c'est devenu une étape standard et accessible pour évaluer rigoureusement n'importe quel projet. Et maintenant, attention, on va aborder un concept un peu plus avancé, mais qui est absolument fondamental. Depuis le début, on parle d'évaluer des modèles. Mais en réalité, ce n'est pas tout à fait exact. Il y a une distinction subtile mais essentielle à faire. Voici le moment Eureka. Un modèle d'IA, à la base, ça ne prend pas de décision ferme. Ça donne un score, une probabilité. Il va dire par exemple, il y a 85% de chances que ce soit une fraude. Mais il ne dit pas oui ou non. Ce qui prend la décision finale, binaire, c'est ce qu'on appelle un classifieur. Et un classifieur, c'est quoi? C'est le modèle plus un seuil de décision qu'on a fixé. Par exemple, si le score est au-dessus de 80%, alors on considère que c'est une fraude. Le classifieur, c'est donc l'ensemble, le modèle et sa règle de décision. Et ça change complètement la perspective. Ça veut dire que notre vrai levier d'action, le bouton qu'on peut tourner, c'est ce fameux seuil. C'est en ajustant ce seuil qu'on navigue dans le compromis précision/rappel. Si rater une fraude coûte une fortune, on va baisser le seuil pour être plus sensible, quitte à avoir plus de fausses alertes. Chaque valeur de seuil crée un classifieur différent avec sa propre performance. On arrive à la fin de notre parcours. Alors, avec toutes ces nouvelles cartes en main, comment est-ce qu'on choisit la bonne approche pour évaluer un système d'IA? Récapitulons les points essentiels. 1. L'exactitude seule peut être très trompeuse, surtout avec des données déséquilibrées. 2. La matrice de confusion est notre meilleur allié pour une vue complète. 3. Précision et rappel sont un éternel compromis et le F1 score aide à trouver un équilibre. 4. Et c'est le plus important, on n'évalue pas un modèle dans le vide, on évalue un classifieur qui est le modèle plus un seuil de décision. Ce qui nous amène à la conclusion finale, la meilleure métrique, c'est simplement celle qui reflète le mieux le coût de métier de chaque tube d'erreur. Et ça nous laisse avec une dernière question qui dépasse largement la technique. Si la bonne performance dépend du coût d'une erreur, une fraude manquée face à un client agacé, qui définit ce coût? Les ingénieurs? Le département marketing? La société dans son ensemble? Cette décision, qui fixe au final le seuil de notre classifieur, est au fond un choix profondément humain, avec des conséquences très réelles